laisser les gens vivre. Ouais. Laisser vraiment les gens vivre. Vous la connaissez peut-être pour sa cuisine, vous la connaissez sûrement pour ses contenus. Travailler en couple, c'est pas facile. Ouais. Karel, c'est une team en fait. C'est Karel et Olivier. Sans moi, il ne serait pas le Olivier d'aujourd'hui. Si Kélina, dans 5 ans, elle te dit, maman, pourquoi vous m'avez filmé? Qu'est-ce que tu lui répondras? On ne peut pas en fait dire qu'on est africain sans avoir vécu ou sans vivre le quotidien de l'Afrique. Ouais. Mon père est journaliste. Quand tu es petit, tu veux souvent faire comme tes parents. Ouais. Je vais faire comme toi du journalisme. Il m'a dit non, moi je suis une grande amoureuse de rap français. Quelle partie de ta vie tu refuses catégoriquement de montrer sur les réseaux? Avec Olivier, voilà, c'est parce qu'on a nos parents qui nous suivent, nos familles qui nous suivent, etc. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyanam Benasti Nesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale. Nous ne recevons pas un invité comme les autres. Nous recevons une invitée déjà. C'est une sœur, c'est une amie de longue date, c'est une personne présente avant Nasty Nesta, qui est présente depuis l'époque Skyblock, depuis les débuts d'Internet. Elle est là et aujourd'hui, vous la connaissez peut-être pour sa cuisine, vous la connaissez sûrement pour ses contenus. Elle a un parcours qu'elle a suivi avec constance. Mais avant les formats, avant la visibilité, avant l'algorithme, il y a une femme, une trajectoire, une voie qui s'est façonnée dans le temps avec cohérence, travail et conviction. Depuis longtemps, Karel elle raconte les gens, elle raconte les cultures, elle raconte les familles, elle raconte les gestes simples qui en disent beaucoup. Elle a grandi avec la parole, elle a investi sur Internet très tôt et elle a fait de la cuisine un langage universel. Aujourd'hui, nous recevons Karel Vignon-Vuillerme dans le Cotonou Boy Show. Bonjour Karel. Mon ami, j'ai percé. Non, tu as percé de ouf. Non. On connaît des gens. Non, attends, pardon, mais ça c'est quelle intro? Parce que tu le vaux bien. Merci. Oh non, Dani, un truc de ouf. C'est moi, en fait ça c'est moi. Mais sinon, attends, laisse-moi juste revenir sur le fait que tu as dit que je suis une OG de Skyblock. Tu sais que là, tu es en train de donner des indices sur mon âge. Sur la génération. Écoute, tu as pris le... Non, j'ai vécu. Ouais, tu as vécu. En fait, j'ai vécu et aujourd'hui, je suis là et je vais partager un peu de ma vie avec toi. Waouh, merci. Vraiment, merci d'être là. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette émission et là, tu es à Cotonou et ça fait plaisir. Comment Cotonou te traite? Cotonou me traite bien. Cotonou m'a toujours bien traité, en vérité. La chance que j'ai, c'est que, tu sais, moi, je suis pas née ici, mais je venais très régulièrement. Et donc, du coup, quand je suis à Cotonou, je suis littéralement, pour moi, je suis à la maison. Même si je ne vis pas ici, quand je viens, c'est un peu comme un retour. Donc, vraiment, Cotonou me traite très bien. Et je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Mon cher ami Dani, de longue date, comme tu l'as dit. Très longue date. Avant même Nasty Nesta, t'imagines? Ouais, ça... Dans quelle vie? Écoute... Non, on a vécu. Écoute, on va commencer par le commencement. Quand tu repenses à... Enfin, déjà, tu nais où? Ouais. Et tu nais dans quel environnement? Alors, je suis née à Paris, donc en France. Mais mes parents m'ont eu. Ont divorcé très rapidement après ma naissance. Et après, chacun a fait sa vie. Donc, moi, j'ai grandi avec ma mère et j'ai déménagé avec mon père pendant l'adolescence. Donc, on parlera de cette période de l'adolescence. J'ai déménagé chez mon père aux alentours de mes 15 ans, il me semble. Mais je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et une fois que j'ai eu mon bac, j'ai déménagé au Canada. Mais en vrai, toute la partie naissance, adolescence, toute la partie scolaire, en fait, avant université, ça a été fait en France. Voilà. Donc, tu as grandi, tu es né en France, tu as grandi en France, mais tu as toujours eu, comme tu disais, un attachement très fort au pays. Tu as toujours été comme un poisson dans l'eau ici, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de personnes qui sont nées et qui vivent en France. Voilà, c'est ça. Comment ça se fait? Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que, donc comme je te l'ai dit, mes parents étaient divorcés, mon père s'est remarié et s'est marié avec une femme qui travaillait à Air France. Donc, on avait des facilités financières pour pouvoir prendre des billets d'avion assez régulièrement. Donc, mes parents, les deux sont béninois, m'ont inculqué la culture béninoise depuis toujours, même si malheureusement, et ça, je pense que c'est vraiment
mon plus grand regret aujourd'hui que je considère comme un handicap, le fait de ne pas parler la langue. Ça, c'est quelque chose qui me touche, mais rien n'est perdu. Mais j'avais toujours cette culture béninoise, que ce soit dans l'éducation, dans la cuisine, etc. Et donc, je venais régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, c'est qu'à une période, je venais même toutes les vacances scolaires. Et c'est l'époque de l'adolescence. Vraiment, quand je suis rentrée au collège, lycée, je venais aller peut-être 2-3 fois par an. Et c'est financièrement parce que on avait la possibilité de payer quasiment rien. Parce que venir 3 fois par an au Bénin depuis Paris, avec quel argent, pardon, si on n'est pas déjà quelqu'un. Donc, je pense que c'est vraiment la chance que j'ai eue. La facilité de pouvoir prendre des billets d'avion et de voyager rapidement avec des billets qui nous coûtaient absolument pas cher, quoi. Donc, c'est comme ça que, comme tu l'as dit, France et Bénin en même temps. Ok. Et quand tu repenses à ton enfance, là, je parle d'avant l'adolescence, quels sont les souvenirs que tu gardes de cette période? Donc, disons cette période avec ta mère. Alors, j'étais très fusionnelle avec elle. J'ai été fille unique pendant 10 ans parce que ma mère s'est remariée, mon père aussi s'est remarié. Et avant mes 10 ans, j'étais vraiment en fusion avec ma mère. Je voyais mon père toutes les semaines. Donc, j'avais quand même cette présence paternelle qui était là. Mais j'ai été une fille très gâtée, très aimée, très chouchoutée. Je n'ai jamais manqué de rien. Non, franchement, quand je repense à mon enfance, je n'ai absolument rien à dire, si ce n'est que j'ai senti de l'amour, j'ai ressenti de l'amour, et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes filles. Mais non, très belle enfance. Honnêtement, je n'ai rien à dire, si ce n'est que j'ai été une enfant chouchoutée, une enfant aimée, une enfant peut-être même gâtée. Les enfants gâtés, là. Voilà, je suis dedans. Ok. Et l'adolescence, moi, je pense que c'est à cette période que je t'ai connu. Ouais, exactement. L'adolescence avec le début d'Internet. Voilà. Le début des skyblogs, comme tu l'as dit. Début des skyblogs. Et ce que je retiens de l'époque, c'est que tu étais en France, justement, mais que tu étais au courant de tout ce qui se passait au Bénin en termes de culture, en termes de musique. Et c'était quelque chose que tu poussais déjà sur Internet. Tu voulais faire découvrir ça au monde et tout ça. Tu étais très hip-hop. En fait, là, c'est parce que mon mari n'est pas là. Mais lui, il dit que moi, je suis une Kaira. Mais en vrai, je ne suis pas une Kaira, mais j'aime tout ce qui est urbain et j'aime le hip-hop. C'est-à-dire que si les gens qui vont regarder ou qui me suivent sur les réseaux, s'ils savaient ce que j'écoute... Ils savent pas. En fait, ils savent pas ce que j'écoute sous la douche. Ils savent pas ce que j'écoute quand je cuisine. Ils savent pas ce que j'écoute dans la voiture quand je suis pas avec les enfants. Parce que quand on est avec les enfants, on écoute les comptines nuls, là. Mais quand les enfants descendent... Ah non, mais moi, je suis une grande amoureuse de rap français. Mais depuis toujours, le rap français, rap francophone. Et effectivement, comme je t'ai dit, donc je venais très régulièrement. Et quand je venais à Cotonou, j'étais donc chez ma cousine Mélia, que tu as connue aussi. J'étais chez elle et elle était avec... en fait, c'est ça, avec vous, toute l'équipe. Et c'est comme ça qu'en fait, je vous ai rencontrés, que j'ai découvert ce que vous faisiez culturellement, musique, etc. Et je sais pas, je me suis identifiée et je me suis dit, non, moi qui aime le rap français, rap francophone, vous qui en faites et qui êtes bon dans ce que vous faites, je ne peux que vous pousser. Je ne peux que vous pousser, je ne peux que chanter vos sons, je ne peux que apparaître dans les clips. C'est vrai qu'Arel est dans les clips. Il y a 20 ans, même plus. On a fait des soirées ensemble, on a fait beaucoup de choses. Les soirées, je faisais la caisse. C'est ça. Je faisais la caisse. On vendait les tickets. Si. Pour changer un petit peu des événements, surtout les releases d'albums. D'albums, ouais. Quand vous faisiez les événements et que je participais, j'essayais toujours d'amener. Et en fait, je me rends compte que cette touche culinaire là. Ouais, depuis, ouais. C'est ça. Je me rappelle, tu avais fait des plateaux de fruits. J'avais fait un plateau de brochettes de fruits. Des brochettes de fruits. Et je me rappelle à l'époque, je disais qu'il me fallait donc, bien évidemment des fruits locaux, donc des surmangues, ananas et tout ça. Et j'avais dit à Amir qu'il me fallait des raisins pour le début, pour pas que ça tombe. Il m'a dit, raisins? Mais quel bénévole mange des raisins ici? Et c'était il y a 25 ans, donc ça remonte à longtemps. Et Mais oui, effectivement, en tout cas, je suis dans cette culture depuis toujours. En tout cas, moi, je suis une amoureuse du hip-hop et du rap français.
Et non, c'est comme ça que la relation s'est faite, quoi. Ouais. Mais quand tu penses à cette période-là, quel morceau te vient à l'esprit quand tu repenses comme ça à cette période? Alors, un morceau X ou un morceau béninois ou Non, en général. Olivier va me juger. Ah, pourquoi? La mafia qu'un fric pour ceux. Je te jure, Dany, jusqu'aujourd'hui, quand j'entends pour ceux, et comment je suis heureuse. Mais en fait, tu sais ce qui est marrant par rapport à ce morceau, je regardais une interview où quelqu'un en parlait, même dans le rap mondial, c'est un morceau qui a marqué, mais je me demande pourquoi en fait. Iconique. Oui. Je ne sais pas pourquoi. L'instru est incroyable. Ouais. La manière dont tout le monde a rappé. Ouais. Et en fait, Rof, il a dead. Ça, c'est clair. Non, mais en fait, je sais pas. Le clip, il était voyou, t'étais vénère, t'étais fâché, mais en même temps, t'étais content. Et quand j'écoute ce son jusqu'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est mon hymne. Ok. C'est clairement mon hymne. Quand j'entends pour ceux... Non, c'est une dinguerie. En fait, je m'identifie trop à ce son. Et non, enfin, aujourd'hui, c'est ça. S'il y a un morceau qui me rappelle mon adolescence, ce serait celui-là. Et après, bon, t'as tous les albums de rap français de l'époque. T'as Temps mort de Booba, t'as Les Princes de la Ville du 113. Et je pense que ces deux albums que j'ai écouté, en tout cas dans le rap masculin. Après, bon, t'avais le rap féminin aussi que j'écoutais beaucoup. Mais j'avoue que j'écoutais beaucoup plus de mecs. Bah alors, Karel, ton père est journaliste. Exactement, mon père est journaliste. Oui. Et en fait, il m'a toujours dit, ou en tout cas fait comprendre, qu'il ne m'encourageait pas à ce que je le sois moi aussi. Ah, ok. C'est ouf, hein. Ok. Et au début, je ne voulais pas, moi, être journaliste. Ok. Moi, je voulais travailler dans la communication, marketing. Et au début, c'était vraiment de la publicité. Parce que je sais que j'ai cette facilité à créer pour pouvoir vendre. Donc, dans ma tête, je me disais, je veux faire de la publicité, du marketing, etc. Et donc, ouais, mon père est journaliste. Et au début, vraiment, quand je lui disais, ouais, je vais faire comme toi, parce que quand t'es petit, tu veux souvent faire comme tes parents, je vais faire comme toi du journalisme, il m'a dit, non, c'est mieux que tu ne rentres pas dans cette voie-là. Dans cette voie-là, ouais. Mais est-ce que tu sais pourquoi il voulait pas? Alors, le journalisme, ça reste quand même un métier difficile, surtout quand tu veux construire une vie de famille. Ouais. Quand tu es une femme, les horaires ne sont pas simples. Et je l'ai vécu quand je suis arrivée à Dakar, parce que je vis au Sénégal. Quand je suis arrivée à Dakar, et que du coup j'étais journaliste, parce que on reviendra dessus, mais tu as fait des études de journalisme. En tout cas, j'ai fait des études de communication, et de journalisme. Je suis rentrée vraiment dedans. J'ai travaillé à la radio quand j'étais au Canada, et quand je suis arrivée au Sénégal, je travaillais à la radio. Et la deuxième radio pour laquelle j'ai travaillé, c'était des horaires qui étaient alternés. Une semaine sur deux, les horaires étaient différents. Et je me dis, pour une femme qui veut construire une vie de famille, avoir une stabilité dans son couple, dans son foyer, c'est pas facile de travailler de 7h à 14h, et la semaine d'après, de 14h à 23h, c'est pas évident. Et mon père, qui est journaliste, je sais que lui se déplaçait énormément, voyageait beaucoup, et quand j'ai déménagé chez lui, comme je te l'ai dit, à mon adolescence, on se voyait sans trop se voir. On se voyait pas beaucoup parce qu'il était beaucoup en déplacement. Et je peux comprendre ce côté-là. Pas le côté que c'est beau de raconter des histoires, le côté d'aller sur le terrain pour couvrir un événement, couvrir une actualité. Ça, c'est quelque chose quand même de fantastique, de pouvoir raconter au monde ce qui se passe à un instant T. Mais le côté familial, le côté stabilité, c'est peut-être ça, je pense, qu'il voulait m'épargner. Après, je ne lui ai jamais posé la question, comme j'avoue que maintenant, je peux lui... On est des adultes tous les deux. Mais je peux lui poser la question. Est-ce que tu penses que ça a participé à, à sa séparation avec ta mère? Non, je pense pas. Ça n'a pas joué. Non, parce qu'au début, quand il m'a eu et qu'il était avec ma mère, tu sais, j'étais très jeune, donc je ne sais pas si c'est ça. Parce qu'à l'époque, parce que j'ai 38 ans, ils se sont mariés quand j'en avais du coup donc il y a presque 37 ans.
Et à l'époque, il était journaliste, mais il ne voyageait pas autant. Ouais. Donc, je pense pas que ce soit ça qui ait contribué à leur séparation. En vrai, est-ce que même je leur ai déjà demandé pourquoi ils se sont séparés? Non, Ma mère a dû me dire quelque chose, mais non, je pense pas que ce soit le côté professionnel qui a fait. Je pense que c'est plus personnel. Ouais. Vous les hommes. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais en fait, le fait qu'il ait été journaliste, tu penses que ça t'a influencé clairement? Tu sais, quand on te dit de ne pas faire quelque chose, c'est clairement ce que tu as envie de faire. Ouais. On te dit ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne va pas là-bas. Tu voulais comprendre pourquoi il fallait pas toucher. Pourquoi tu ne veux pas que j'aille là où toi tu es? Ouais. Et donc j'ai fait mes études. Je suis rentrée donc dans, je t'ai dit, communication marketing. Et en fait, quand je suis arrivée au Canada, il fallait une majeure et une mineure. Et j'ai vu Infocom. Donc je me suis inscrite en Infocom, je dis communication. Mais en fait, c'était honnêtement, quand je me suis inscrite, je me suis inscrite un peu à l'aveugle parce que c'était information communication. Et quand j'ai lu tous les cours, toutes les matières, toutes les matières qu'il fallait valider pour avoir le diplôme, mais je vois mes presse écrite, presse télé, presse radio, si c'est rédaction, si c'est plein de trucs français, je me dis, mais attends, on dirait que je suis en train de me diriger vers ce que le boss fait, parce que je l'appelle le boss, ce que le boss fait. Et finalement, honnêtement, quand j'ai commencé à faire de la radio, parce que j'ai fait de la presse écrite et de la presse télé, j'ai fait de la radio au début au Canada et c'est ce que j'ai continué à faire à Dakar, je me sentais vraiment dans mon élément. Parce que j'aime parler et j'aime raconter des histoires. La manière dont je raconte les histoires, et ça, soit on me le reproche, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais si tu me demandes de te raconter quelque chose, je ne vais jamais aller du point A au point B en littéralement 10 secondes. Tu vas faire... Non, je connais. Je vais aller du point A au point B. Mais je vais te dire la température qu'il faisait, l'odeur que je ressentais, l'état émotionnel dans lequel j'étais. En fait, à chaque fois, c'est vraiment comme ça. J'essaie toujours de créer un environnement qui fait que... Mais est-ce que c'est quelque chose qui est structuré? Est-ce que tu as une structure ou ça vient naturellement? Je n'ai zéro structure. Vraiment, je n'ai aucune structure. Je parle, je raconte parce que j'aime bien amener les gens dans mon univers, dans mon monde. Donc, si je dois te raconter une histoire, si j'ai un béret à te dire, je vais tellement te raconter plein de trucs pour que tu sais que tu sois bien dans l'ambiance, quoi. Et donc ça, soit ça les gens aiment, soit ils n'aiment pas. Mais bon, je pense que c'est ça qui fait ta force sur les réseaux. Oui, mais Olivier va me dire, et ça c'est ce qu'il me dit tout le temps, Karel, va droit au but. Raconte l'histoire. Mais je raconte. Mais les gens, ils veulent un peu de piment, un peu de jus. Moi, je suis une cuisinière, tu vois, j'aime bien assaisonner un peu les choses. Tu vois, j'aime bien assaisonner un peu les choses. Donc, après, c'est ça. C'est comme ça que je raconte et je pense que c'est aussi mon côté journalistique qui fait ça. Et je pense que c'est personnel parce que ça, c'est pas des choses qu'on apprend. On n'apprend pas à raconter un petit peu l'environnement, à raconter un petit peu l'atmosphère. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de personnel. Bah écoute, tu es sur Internet depuis très longtemps. Je pense que c'est la 3e ou la 4e fois que je le dis. Bien avant Instagram. Et que représentait Internet pour toi à l'époque? Parce que Internet a changé de fou. Mais au début d'Internet, comment se passe ta rencontre avec Internet? Comment tu te mets dessus? Alors, effectivement, Internet a beaucoup changé les gens. Ça a rendu des gens riches. Aujourd'hui, ça crée des carrières. Alors, comment comment j'ai commencé sur Internet? Les Skyblogs, c'était au même moment que High Five, MySpace, tout ça, non? C'était ça devait MSN, être au même... Voilà, MSN. Toute cette... à partir du moment, je pense qu'à partir du moment où tu crées 2001 une adresse email... Ah oui, ok, après, maintenant les réseaux sociaux. Mais High Five, c'était déjà un réseau social. Skyblogs, c'était aussi un réseau social, dans la mesure où tu partageais des photos. Je ne sais pas si à l'époque il y avait des vidéos, mais en tout cas tu partageais à l'époque des photos, tu mettais un petit commentaire qui racontait un petit peu les circonstances de ta photo, et après tu avais des commentaires des gens X et Y. C'est marrant parce que là, pendant We Love Aya, j'ai rencontré une fille, pour revenir sur le Skyblog, j'ai rencontré, en fait non, c'était des jumelles qui m'ont dit... Mais vraiment, elles me l'ont dit d'une manière comme si j'allais m'en rappeler. Mais elles m'ont dit, tu te rappelles, on était ensemble sur le blog Bénin Family. J'ai dit, tata, ça fait 25 ans, donc je ne me rappelle pas trop.
Mais effectivement, en fait, il y avait un blog Bénin Family qui était pour les Béninois de la diaspora et les Béninois qui étaient au Bénin. Et l'idée, c'était de chacun se présente et chacun raconte un petit peu son parcours. Donc, il y avait ce Skyblog-là. Moi, j'avais un Skyblog avec Kémy, ma cousine. Et j'avais un Skyblog personnel, mais j'ai oublié comment je l'avais appelé. Et c'est tellement dommage que les Skyblogs ont été tous supprimés, parce que honnêtement, j'aurais aimé revoir ce que je publiais et la manière dont j'écrivais avant. Mais je sais que je partageais mon quotidien, mes coups de cœur, c'est ce qu'on faisait. Tu partages ta famille, tu partages la musique que tu aimes, peut-être les outfits que tu as portés, enfin des trucs comme ça. Mais si, effectivement, je suis une OG. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc Skyblog, High Five. J'avais pas de MySpace parce que je créais pas musique, particulièrement. Non, je créais pas de musique. Je suivais beaucoup de pages. Je partageais beaucoup de contenu. Mais bon, moi j'ai toujours voulu être une artiste, mais je sais que je ne sais pas chanter, je ne sais pas rapper. J'ai ma créativité. C'est vraiment ça. Mais est-ce que tu savais que tu allais travailler dedans ou tu n'avais aucune idée? C'était juste un espace en fait, d'expression. En vrai, à l'époque, ça n'était qu'un espace d'expression. Et je pense que pour beaucoup aujourd'hui, ça reste aussi uniquement un espace d'expression. Quand moi, j'ai commencé en tout cas, et là, je parle plus du blog, je parle de quand je suis arrivé à Dakar et que j'ai lancé le blog de cuisine. Moi, j'ai lancé mon blog sans aucune prétention financière. C'était vraiment, je veux partager avec des gens que je connais. Et au début, c'était vraiment ça. C'est vraiment super important. C'était vraiment partager avec des gens que je connais mon amour pour la cuisine, mon amour pour les plats, les plats en général. Donc, quand j'ai commencé, je faisais des photos parce que tu sais, tu as une époque où quand tu fais quelque chose, tu es fier, tu fais une photo, tu partages. Je partageais simplement les photos avec mes amis et ma famille. Et c'est eux qui me disaient, mais Karel, envoie-moi la recette. Sauf que je suis née en France. Je vivais au Canada à l'époque. Enfin non, j'ai été au Canada, donc j'ai mes gens qui sont au Canada. Je suis béninoise, mais je vis à Dakar. Ce qui fait que quand mes amis me demandaient les recettes, tu avais des fuseaux horaires différents. Les gens qui me demandent à 4h du matin chez eux, après il est 14h, après là-bas il est 21h. Donc je me suis dit, honnêtement, je vais envoyer des mails. J'envoyais des mails avec les recettes, mais à un moment, la flemme a pris le dessus. Et je me suis dit, le plus simple, c'est que je crée une plateforme gratuite, accessible partout et accessible par tous. Donc, chaque personne qui veut voir la recette, mon ami, tu vas sur le blog Les Gourmandistes de Karel et puis tu vas trouver le contenu que tu cherches. Mais au début, c'était vraiment juste pour partager. J'avais aucune prétention financière. Par contre, je partage ma vie avec quelqu'un qui a une vision financière. Attends, on va venir là, tout juste avant de venir là. Donc, tu l'as rencontré au Canada. Exactement. Et vous avez fait le projet de rentrer. Mais pourquoi vous rentrez en fait? Alors, Olivier est franco-sénégalais. Moi, je suis béninoise. Je suis née, j'ai grandi en France. Lui, il est né au Sénégal, mais il a beaucoup bougé. La Côte d'Ivoire, la Guyane, la France. On s'est rencontrés au Canada. Tous les deux, on est africains, on le sait. Tous les deux, on le disait, on ne peut pas en fait dire qu'on est africain sans avoir vécu ou sans vivre le quotidien de l'Afrique. Parce que venir en Afrique en vacances et vivre dans une ville africaine, c'est totalement différent. Donc, quand on était là-bas et qu'on a dit, tous les deux on est africains, mais en fait on ne vit pas sur le continent, on s'est dit, bon, on va faire 1 an. On va vivre 1 an dans une ville africaine. On hésitait entre Dakar, Abidjan, Cotonou et Kinshasa. On avait ces 4 villes en tête. Kinshasa, c'était pour une opportunité professionnelle. Cotonou, c'était parce qu'il y avait ma famille. Le Sénégal, c'était parce qu'il y avait sa famille. Et la Côte d'Ivoire, c'était parce que, bon, on dit qu'Abidjan est doux, quoi. Donc, on hésitait vraiment entre ces 4 villes-là. Et on est arrivé à Dakar parce que les parents d'Olivier, littéralement, c'est pour ça, les parents d'Olivier étaient au Sénégal. Et on s'est dit, si on a un problème, si on a quoi que ce soit, au moins, on a les parents qui sont là, qui pourront nous aider, nous appuyer en cas de quoi, en cas de qu'est-ce qu'il y a, comme on dit. On devait faire 1 an et on y est depuis 2012.
Ça fait 14 ans, ça va faire 14 ans qu'on y est et on regrette absolument pas. Donc effectivement, on s'est rencontrés au Canada. Mais comme j'aime le dire, on voulait simplement vivre notre rêve africain. On parle du rêve américain, mais quand tu vas en Amérique aujourd'hui, qui veut vivre ça là? C'est chaud. C'est chaud. Donc on parle du rêve américain, mais nous on voulait créer notre rêve africain et notre opportunité africaine. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on regrette absolument pas notre choix d'avoir quitté le Canada pour venir vivre sur le continent. Vous faites partie de la toute première génération de Repat, de notre génération, on va dire. Vous êtes rentré avant que ce ne soit à la mode et que tout le monde aujourd'hui ait un œil dessus. Mais quels ont été les challenges quand vous êtes rentré? Parce que j'imagine que ça n'a pas été facile. Non. Vous êtes rentré, il a fallu trouver du travail, trouver un équilibre. Donc le rêve africain, aujourd'hui, vous faites rêver. Je pense que vous faites rêver tous ceux qui ont pour projet de rentrer ou tous ceux qui ont eu pour projet de rentrer, qui sont rentrés ou qui ne sont pas rentrés. Mais ça a été quoi la réalité de ce rêve-là? Mon ami, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, on est là. Alors, je pense qu'il y a différentes difficultés, différents challenges qu'on a rencontrés. Le premier, quand on est arrivé, ça a été de trouver un appartement. Le Sénégal est un pays musulman. Olivier et moi, on n'était pas mariés. Donc, trouver un appartement qui corresponde, on va dire, à nos normes. Mais mes normes, pour moi, mes normes étaient les normes de tous les êtres humains, à savoir avoir des murs droits. À savoir ouvrir une porte et ne pas se retrouver face à une cuvette de toilette. Donc la première difficulté, et ça c'est vraiment, on a mis plus d'1 mois à trouver un appartement. On ne veut pas du luxe, je voulais pas du luxe, je voulais pas du haut standing, je voulais un appartement avec des murs droits dans lequel je peux avoir un salon, une chambre, une salle de bain, une cuisine. Deuxième difficulté n'a pas été de trouver un travail, mais je n'ai pas été payé pendant 3 mois. J'ai travaillé pendant 3 mois et je n'ai pas eu de salaire. Et ça, ce n'est pas parce que ils ne voulaient pas me payer. C'est que c'est une réalité. Alors, je ne vais pas dire africaine parce que je déteste globaliser les pays. Mais c'était une réalité du terrain. Il y a plein de gens qui travaillent et qui n'ont pas leur salaire directement à la fin du mois. Et ça m'est arrivé donc pendant 3 mois. La première boîte pour laquelle j'ai travaillé quand je suis arrivé, j'ai pas été payé. Et finalement, j'ai été payé après. Et j'ai même pas été payé en espèces, j'ai été payé en marchandises. Karel, c'est une team en fait. C'est Karel et Olivier. Karel, seul, on va dire c'est la marque, parce qu'on veut faire la marque. Mais en vrai, c'est Karel et Olivier, c'est la team Fkov. La team Fkov, c'est... Et c'est marrant parce que partout où on voit Olivier, les gens ils cherchent Karel. Karel, c'est clair. Et quand on me voit, il est où Olivier? Et je fais, t'inquiète, on n'est jamais loin l'un de l'autre. Si tu vois l'un, il y a l'autre pas loin. Mais tu sais, c'est ce que je disais, et ça fait rêver beaucoup de gens parce que c'est une aventure. On vous voit évoluer ensemble, on vous voit bâtir, construire ensemble. Et qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière cette image? Le bif. Pas le bif, l'argent, le bif, le fight. Comment vous arrivez à gérer la vie professionnelle et la vie personnelle sans que... Sans que quoi? Parce que ça vient. Ça vient, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Comment on arrive à gérer les clashs? Parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Travailler en couple, c'est pas facile. J'ai déjà... je me rappelle sur Instagram, j'avais déjà écrit ça. Est-ce que vous pourriez travailler avec votre partenaire? Et dans les commentaires, les gens qui disent jamais de la vie. Jamais. Bon, Olivier et moi, on est une équipe. On est un couple, mais on est aussi des amis. On arrive à se dire les choses quand il faut se dire les choses. Pour travailler ensemble, ce qu'on a établi dès le départ, c'est que chacun a ses propres tâches. Tu vois? S'il y a un truc qui n'est pas fait, on sait que c'est la responsabilité de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas, on lit les mails, on répond au partenariat, Non. Les mails, c'est Olivier qui va y répondre.
les partenariats, les rédactions, etc., ça va être Olivier. Le contenu, l'interaction avec la communauté, c'est moi. S'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, on sait à qui appartient la responsabilité. Donc ça, c'est la base. Maintenant, dans le quotidien, il y a toujours des petits trucs. Et en fait, Olivier et moi, on est comme ça, mais en même temps, on est tellement différents. Oui. Olivier, il est beaucoup dans la planification, l'organisation. Telle date, il y a telle chose qui doit sortir. Donc, il faut que je fasse ça à tel moment. Comme ça, c'est planifié, etc. Moi, si je sais que j'ai dimanche qu'il doit sortir quelque chose, jusqu'à samedi, je peux faire la chose, en fait. Tranquille. Mais relax. Tu vois, relax. Parce que je sais que dimanche, ça va être fait et que ça va être bien fait. Je le sais. Je ne vais jamais faire quelque chose en bâclé. Je sais que ça va être fait. Mais ça, ça c'est notre source de fight numéro 1. La planification. Au début, je planifiais beaucoup. Après, je ne sais pas si c'est la vie, les enfants. Je sais qu'il va dire oui, que les enfants ont bon dos. Mais la vie quotidienne, on va te dire la charge mentale. Peut-être que je me suis trop détendue. La charge mentale en tant que femme, en tant que maman, en tant que... Il y a plein de choses en fait qui sont dans ma tête qui fait que je ne priorise pas, priorise pas certaines choses professionnelles. Alors que le professionnel, ça reste quand même très important. Et ça, c'est quelque chose qui fait que on a du fight tous les deux. Mais on reste quand même une équipe. Sans lui, honnêtement, je ne serais pas la Karel d'aujourd'hui. Et sans moi, il ne serait pas le Olivier d'aujourd'hui. Je le dis comme il n'est pas là. Je me permets de le dire. Maintenant, vous êtes exposés tous les deux. Lui aussi, il est exposé par la force des choses. Des choses, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez sur le couple? Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, disons, accepté et vous avez mis de la stratégie derrière maintenant? Comment est-ce que ça se monte tout ça? Alors, tu vois, l'évolution de nos vies sur les réseaux a été aussi impactée par l'évolution des réseaux eux-mêmes. Je m'explique. Avant, sur Instagram, tu pouvais simplement poster que des photos. Ensuite, sur Instagram, tu as pu poster des photos et des vidéos. Et après, sur Instagram, il y a eu les stories. Les stories, les stories font que tu veux partager ton quotidien. Et que plus tu postes des stories, plus tu postes ta vie de tous les jours, plus les gens sont intéressés par ta vie, plus tes contenus marchent, etc. Donc, l'évolution des réseaux sociaux a aussi fait partie de la manière dont nous, on communique sur les réseaux. Donc, avant les stories, moi, je postais mes recettes simplement. Et tout à l'heure, on en parlait. Au début, c'était vraiment très cuisine. Et en fait, avec l'évolution de ma vie et de ma vie personnelle, je ne fais plus que de la cuisine. Maintenant, je parle de voyage, je parle de beauté, je parle de mode, je parle de parentalité, de déco, appart, etc. Parce que c'est mon évolution personnelle. Mais l'évolution personnelle, je la partage sur les réseaux et ça intéresse aussi les gens. Le problème des réseaux, et surtout des stories, c'est que tu penses connaître les gens quand tu les vois tous les jours. Tu penses les connaître alors qu'en fait, tu les connais pas. Nous, on choisit ce qu'on veut montrer. Et nous non plus, en fait, on ne connaît pas les gens qui nous suivent. On connaît nos amis, mais sur tous les followers que j'ai, je ne connais pas tout le monde. Et le problème de ça, c'est qu'effectivement, même si on partage des choses de nos vies, je ne t'invite pas non plus chez moi. Et tu as beaucoup de personnes qui se sentent la liberté de te poser des questions qui sont personnelles, d'aborder des sujets dont tu n'as pas envie de parler, mais vont se dire, en fait, tu es une personne publique, donc en gros, ta vie m'intéresse, ta vie m'appartient. Donc si j'ai envie de te poser une question, j'en ai rien à faire que cette question, elle soit privée, elle soit intime, je vais la poster. Je vais te faire un commentaire, je vais te faire le commentaire, peu importe ce que tu vas ressentir, tu vois. Et le meilleur exemple, et ça j'en ai parlé parce que aujourd'hui j'ai pu faire mon deuil, le meilleur exemple, c'était à un moment avec Olivier, on avait beaucoup travaillé. J'avais fait une story en disant que pendant les 2 prochains jours ou 3 prochains jours, je vais être off parce que on a beaucoup bossé et que là, je vais pas poster de story. Et j'ai 2 personnes différentes, 2 personnes
vraiment deux comptes vraiment différents, qui m'ont envoyé un DM en me disant arrêtez de vous reposer, faites-nous les bébés. Arrêtez de vous reposer maintenant, faites-nous les enfants. Vous êtes mariés, vous n'avez pas encore d'enfants. Et c'était en 2018. Je me rappelle que j'avais eu ce poste. Et effectivement, en 2018, on n'avait pas Kélina, qui est notre aînée, enfin qui est notre fille aînée aujourd'hui à la maison. Mais en 2018, j'avais perdu 2 grossesses. 2 accouchements prématurés en 2015 et en 2016. Et j'avais tellement cette envie de maternité, ce besoin de maternité, même pas à cause du mariage, tu vois, mais c'est en tant que moi, en tant que femme, que tous les messages que je recevais, et parce que c'est pas la première fois que je recevais ces messages-là, mais tous les messages que je recevais, c'était vraiment des pics dans le ventre, des pics dans le dos, des pics dans la poitrine. À chaque fois que quelqu'un me demandait « Ouais, je sais pour quand les enfants, à quand le bébé, vous êtes mariés ?» Après, je comprends que les gens aient envie de voir notre famille s'agrandir. Mais si la personne n'en parle pas elle-même, ne lui demande pas pourquoi ça ne vient pas. Parce que tu ne sais pas ce par quoi les gens sont en train de passer. Peut-être que je suis en parcours de maternité et que je n'arrive pas. Peut-être que j'ai eu des enfants et qu'ils sont décédés. Peut-être que je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de scénarios qui sont différents que, en fait, laissez les gens vivre. Laissez vraiment les gens vivre. Et donc, cette exposition sur les réseaux, c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est vraiment ça. C'est qu'on s'expose en se disant qu'on laisse entrer les gens chez nous. Mais les gens, quand ils rentrent chez toi, ils s'installent. Ils disent c'est la famille. C'est la famille. Envoie un verre d'eau. Ou bien envoie un petit verre, là. Ah ouais. C'est un peu ça le revers de la médaille. Ok. Mais en termes d'exposition, j'ai remarqué très tôt que tu as été à l'aise avec exposer Kélina et exposer ta famille, en fait. Tu vois, et t'as pas de problème avec ça. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'étais pas contre, mais pas pour non plus. J'étais pas pour. Et te voir être aussi détendu sur ça, ça m'a influencé. et voilà. Mais je voulais savoir si aujourd'hui t'étais aussi à l'aise déjà. Pour toi qui es sur les réseaux, est-ce que c'est quelque chose qui est... Enfin, comment est-ce que comment je le vis aujourd'hui, l'exposition des enfants. Alors, pour Kélina, qui est l'aînée, pendant 1 an, en fait, on l'a posté, mais sans poster ses yeux. Parce que pour moi, les yeux, ça reste quand même le reflet de l'âme. Et je voulais vraiment pas... au début, on ne voulait pas montrer son visage. Après, on s'est dit que... Tu sais, quand j'ai raconté mon histoire de maternité, enfin, je dis mon histoire, mais c'est notre histoire avec Olivier. Quand j'ai raconté cette histoire, j'ai reçu d'Annie tellement de messages, tellement de témoignages de femmes qui vivaient la même chose ou qui ont vécu la même chose. J'ai reçu des notes vocales de femmes en train de pleurer parce que leurs parents leur reprochaient d'avoir fait des fausses couches, enfin bref, vraiment des histoires incroyables. Quand j'ai partagé cette histoire, j'ai reçu tellement d'amour que, je sais pas, je me sentais dans une safe place. Quand j'ai annoncé la grossesse, j'ai reçu encore des milliers de messages de personnes qui m'ont dit « Karel, j'ai prié pour toi. J'ai espéré cet enfant. Pour toi. Pour ton bonheur, pour ton plaisir, parce que tu m'as l'air d'être une belle personne. Tu n'es pas fausse, en fait. » Et honnêtement, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de faux. Je suis honnête, j'essaie vraiment de faire les choses avec le cœur. Et quand on a annoncé la grossesse et quand on a annoncé la naissance, le nombre de messages et de bénédictions que j'ai reçus suite à ça, je me suis dit, il faut que je puisse le rendre. En vrai, c'est mon enfant. Mais c'est aussi l'enfant de toutes les tatas et des tontons Internet qui ont prié pour que cet enfant soit là. Donc, c'était un petit peu comme l'enfant que vous avez voulu pour moi, je vous le présente. C'était vraiment comme ça. Donc, au début, je ne mettais pas le visage. Je mettais le corps, les mains, les pieds, etc., les habits. Mais après, avec le temps, je me suis dit, pourquoi cacher son visage ? Donc, j'ai posté le visage de Kélina. Tout allait très bien. Les gens, toujours des super commentaires, ses cheveux, ses yeux, etc. Et son caractère. Après,
C'est une star, Kélina. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais aujourd'hui que si elle, je fais un compte Insta. Ah oui, non. Moi, je suis plus personne. Hein. Nous, c'est mort. Elle va tout péter. Nous, c'est mort. Mais ça, par contre, je veux pas. Ça, par contre, je veux pas. Là, elle est beaucoup trop jeune et je ne vais pas le faire. Mais j'ai commencé à faire des recettes de cuisine avec elle. Elle avait même pas encore 3 ans. Mais elle s'exprimait bien. Elle faisait des trucs. Je me suis dit, on peut faire de la cuisine ensemble. Parce qu'on en faisait toutes les deux. Mais on filmait pas. Mais je me suis dit, non, les dingueries qu'elle me dit là, il faut absolument que je partage ça parce que ça peut faire plaisir aux gens. Et moi, je me dis, quelqu'un qui va sur les réseaux, il vient pas pour s'énerver. Il vient pour se détendre, il vient pour rigoler, pour apprendre des choses. Et moi, mon contenu, c'est vraiment ce que je me dis. Je veux un contenu qui soit divertissant et qui soit amusant. Je veux que quelqu'un, quand il finit de regarder ma vidéo, il a appris quelque chose. Il a rigolé ou il a appris quelque chose. Tous les contenus qu'on fait, c'est ce que je me dis. Et donc, j'ai commencé à faire du contenu avec Kélina. Mais le problème de ça, c'est que effectivement, les gens qui me suivent la reconnaissent, donc lui disent bonjour. Mais il y a des gens qui se permettent quand même trop d'intimité et qui veulent vraiment trop rentrer dans... Oui, c'est la famille, mais elle, c'est ma famille à moi, en fait. Elle, c'est pas... Vous la connaissez pas, vous la touchez pas, vous l'embrassez pas. Et si je dis ça, c'est parce qu'un jour, j'étais au supermarché avec Olivier et la petite. Et il y a une dame qui nous a reconnus dans un des rayons et qui est venue vers nous en me disant « Oh, Karel, je te suis, j'aime trop ce que tu fais. » Et moi, toutes les personnes que je vois, je souris tout le temps, je parle tout le temps. Elle m'a dit « Ah, mais c'est Kélina, je peux te faire un bisou ?» C'est-à-dire que j'ai bloqué. Olivier a bloqué. Et Kélina même, elle a bloqué. Elle est venue se mettre dans mes jambes. Mais tant mieux, en fait. Mais en fait, à quelle heure une adulte peut se dire « Je vais venir faire un bisou à un enfant que je ne connais pas ?» Je ne l'ai jamais vue. Je la vois sur l'écran, mais je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. À quelle heure tu trouves le courage de dire « Je vais te faire un bisou ?» C'est beaucoup trop intime, en fait. Et c'est... Tu vois, il y a plein de petits épisodes comme ça qui font « Mais en vrai... Faut savoir doser. Voilà, en fait, tout faut doser. Donc, mon intention de la partager, c'est vraiment un retour pour les personnes qui ont prié pour elle, pour son arrivée, et qui prient pour elle tous les jours comme moi je le fais, et comme son père le fait. Mais ce côté expo fait un peu flipper. Mais... Non, vas-y. Et ce que je dis par rapport à Kélina, et c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a plein de gens qui nous reconnaissent du coup sur les réseaux, qui nous reconnaissent dans la rue des réseaux, qui la connaissent, qui lui disent bonjour, mais nous on a un discours avec elle en lui disant que les gens que tu vois nous saluer, c'est pas des amis à nous, c'est pas forcément notre famille. Donc tu salues, tu dis bonjour parce que tu es une enfant qui est respectueuse, qui est polie, mais moi les affaires de tu kidnappes les enfants parce que tu connais le prénom, tout ça, ça là nous on nous on la brief. Non, ça on la forme même. C'est vraiment sensible parce que on a une génération d'enfants qui sont nés avec les réseaux sociaux et pour qui l'utilisation des réseaux sociaux c'est la base. En fait, comme la télé c'était la base pour nous. Ah oui, totalement. C'est ça. Totalement. Et tu sais, Inaya à un moment elle a commencé à refuser qu'on la filme et qu'on la poste. Très bien. Et tout. Et la question c'est si Kélina dans 5 ans elle te dit bah maman pourquoi vous m'avez filmé, qu'est-ce que tu lui répondras? Bonne question. Ma petite, tu étais trop mignonne, tu étais gentille. Et à l'époque, même à l'époque, j'aurais peut-être dit, enfin, si elle me pose la question dans 5 ans, aujourd'hui, quand je fais des trucs avec elle, c'est elle souvent qui me dit, on parle à la famille, on parle à la famille, on fait une vidéo pour la famille. Donc, parce qu'elle, non pas qu'elle est habituée, mais elle sait que je le fais, elle le fait toujours, elle aussi, avec, c'est jamais avec contrainte. Si aujourd'hui, je veux faire une vidéo et qu'elle veut venir avec moi, on va faire ensemble. Sinon, on n'est pas obligé de faire. Mais effectivement, elle peut potentiellement me dire dans 5 ans pourquoi tu m'as mis sur les réseaux et j'aurai cette discussion avec elle. Peut-être que d'ici là, j'aurai une réponse, mais dans tous les cas, je vais jamais lui mentir et je vais toujours être honnête. Et aujourd'hui, j'ai compris, ne mentez pas à vos enfants. En fait, faut pas mentir. Faut pas mentir, faut dire la vérité. Parce que tôt ou tard, ils vont te reprocher justement d'avoir menti.
Et c'est plus simple. Et c'est plus simple. C'est- On dit la vérité, ça fait mal ou pas, mais au moins t'as dit. Et puis après c'est fini quoi. Ouais. Et en tout cas, moi je pense qu'elle va devenir une star une star Elle est trop prête, d'Instagram. cette petite. Elle a déjà elle a toutes tes mimiques, elle a C'est dingue, ton discours, elle est à l'aise, elle est sharp, elle réfléchit très vite, elle réagit super vite. Mais c'est fou, elle a dû te regarder faire et c'est rentré direct. Les enfants c'est des éponges. Tu sais quand on nous dit ça, parfois on comprend pas. Les enfants, c'est des éponges. Les enfants, ils reproduisent également. C'est nos miroirs. C'est vraiment des miroirs. Ils reproduisent tout ce qu'ils voient. Donc, moi, mes vidéos, quand je dis « Hello, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ci. Aujourd'hui, je t'amène ci. Aujourd'hui, on va faire ça. » Pour moi, elle écoute, mais tu sais, elle écoute, mais elle n'entend pas. Ah non. Mais pour moi, c'était ça. Ouais. Mais en fait, quand on a fait notre première vidéo, la première vidéo de cuisine avec elle, j'avais utilisé une fontaine au chocolat. Elle avait coupé des fruits. Quand j'ai regardé ses réactions, quand je l'ai écoutée, j'étais vraiment choquée. C'est-à-dire que Olivier, ou je sais plus, non, c'était pas Olivier, mais je sais plus à qui j'ai montré la vidéo en premier. Et je pense que c'est ma sœur ou bien, je sais plus, quelqu'un qui disait, mais vous avez répété, tu l'as briefé, tout. J'ai dit rien. J'ai posé mon téléphone. J'ai lancé l'enregistrement et on a fait la vidéo. Après, j'ai fait du montage parce que sinon, les vidéos, elles duraient 30 minutes. J'ai fait un montage de 5 minutes, mais... Ah non, choqué, choc barre, comme on dit. J'étais choquée de ses réactions, choquée de ses expressions, tout ce qu'elle disait. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. C'est un mini-moi, là. En fait, c'est vraiment un mini-moi. Clairement. Ah non, choqué. Choqué de ouf. Écoute, on arrive vers la fin de l'entretien. Donc là, je vais aller sur des questions chap. Okay. Donc il faut des réponses chap. Voilà. Okay. Mais bon, on va expliquer un peu. Hein. Allons. Instagram ou YouTube? Instagram. Ok. T'as essayé YouTube ou t'es toujours sur YouTube, mais... Mon ami, nous, on est sur tous les réseaux. Oui. On cherche l'argent partout. Mais pourquoi Instagram? Parce qu'Instagram, je trouve que c'est plus vivant. Instagram, je pense que c'est là que j'ai commencé. C'est un peu ma base. C'est là que j'ai ma plus grande communauté, que ma communauté est engagée. Et les gens, ils ont vraiment suivi l'évolution. YouTube, c'est un monde spécial. YouTube, c'est beaucoup plus long format. Instagram, c'est beaucoup plus format court, interactif, avec les stories. YouTube, c'est autre chose. Donc pour moi... Je suis beaucoup plus Instagram que YouTube parce que YouTube, c'est un autre travail. C'est un travail à part entière. Non, mais YouTube, j'ai l'impression même qu'il faut des formations. Ouais, c'est clair. En fait, franchement, j'ai l'impression qu'il faut des formations pour réussir sur YouTube. On a une chaîne YouTube, hein. On a plus de 20 000 abonnés dessus, on crée du contenu, mais c'est du contenu long. Tu vois, Instagram, j'essaye de faire max. Mes contenus, en général, ils font moins d'1 minute. Après, j'ai des contenus qui font jusqu'à 2, 3, 4, 5, mais 5 minutes, c'est vraiment extrêmement rare. Mais sinon, mes contenus, c'est 1 minute, 1 minute 30, tu vois, format d'un réel. Alors que sur YouTube, il faut du 10, 12 minutes, quoi. Et c'est un autre travail. Donc, Instagram, YouTube, moi, c'est Instagram. Ok. Donc, des stories ou posts, t'es plus... Qu'est-ce qui fonctionne mieux? Qu'est-ce que tu préfères? Ça. C'est dur. En vrai, ok, si je dois faire un choix, je dirais les stories. Parce que c'est beaucoup plus interactif et je parle directement à quelqu'un. C'est marrant parce que quand je regarde les stats de mes stories, j'arrive... Là, mes stats, ça varie, mais je suis dans les 30 000, on va dire. Ça dépend. Il y a des jours où je vais être à 10, 12, 15, 20, 30, etc. Mais quand je me dis, je fais une story à 30 000 personnes, pour moi, quand je fais une story et que je parle de mon téléphone, je me dis pas... ça a touché 30 000 personnes. Il y a 30 000 personnes qui regardent. Mais c'est fou, hein, quand tu regardes comme ça, avec cette perspective, tu te dis... non, c'est chaud. Là, je parle, si j'ai 30 000 vues, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes, ça tient même pas dans une salle. T'as fait Bercy. Non, mais en fait... Et tu vois, le problème des chiffres, c'est quelque chose qui nous... Bon, je vais dire, qui nous nique. Parce que tu te dis, quand tu es habitué à avoir un certain nombre de... Même les vues sur un réel, les vues sur des stories, si par exemple, ma moyenne, c'est 20 000 vues, un jour où je vais faire 10 ou 9 000, je vais dire, ma story, elle n'a pas marché. Mais 9 000
C'est 9000 personnes qui te regardent. Et c'est ça le problème, je pense, des réseaux aujourd'hui, c'est qu'on est matrixé par les chiffres. On a envie d'avoir des chiffres de fou, alors qu'en vrai, même si tu as touché 10 personnes, c'est déjà très bien. Ouais. Mais non, le problème des réseaux, c'est ça. C'est que on est vraiment matrixé par les chiffres. Et est-ce que tu as cette pression des chiffres-là? À quel point tu l'as? Moi, je ne l'ai pas. Tu l'as pas Moi, du tout? En vrai, je me dis, un contenu qui marche, tant mieux. Un contenu qui ne marche pas, tant pis. J'ai fait mon contenu pour moi-même. Je suis content de la vidéo que j'ai réalisée et que j'ai publiée, tant mieux. Maintenant, si elle pète, tant mieux. Ça fait plaisir. Mais ça fait zizir. Mais si elle pète pas, tant pis. J'essaye de pas avoir cette pression des chiffres. Tu sais, maintenant sur Insta, tu peux ne pas voir les vues, ne pas voir les likes, etc. Moi, j'ai laissé parce que je me dis, j'ai rien à cacher. Un contenu qui marche pas, tant pis. En vrai, tant pis. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui sont passés à côté. C'est tout. Mais en vrai, je suis pas dans cette, dans cette pression des chiffres, pression de regarder les commentaires. Je suis quelqu'un, franchement, les commentaires, j'interagis parce que je sais que c'est bon pour l'algorithme et je regarde au début. Mais moi, si je pouvais, je poste and I'm out. Genre, je vais faire autre chose. Quand j'ouvre Instagram, je regarde les stories, 2-3 stories, et après je me lasse, et donc je pars. Donc je crée du contenu pour partager une information et tout, mais en vrai, je suis tellement pas une meuf des stats. C'est Olivier qui est dans les chiffres. Il est dans les stats. Il est dans les chiffres. Il est dans les chiffres. C'est en ça qu'on est vraiment différents, mais on est compatibles. On est vraiment très compatibles. Et à quel moment créer du contenu devient plus fatigant qu'excitant pour toi? Quand tu as l'obligation de le faire. Tu sais, quand tu dois... quand tu le fais pas pour toi, quand tu le fais pour un client. Tu vois, quand tu as une certaine quantité de contenu à faire et que tu n'as pas d'histoire à raconter, c'est difficile. Moi, tous les contenus qu'on fait, je veux toujours raconter une histoire. Et c'est chiant quand tu travailles avec une personne qui ne comprend pas ta vision, qui te bloque pour faire des choses. Tu vois, nous, par exemple, on a travaillé avec une marque. À la fin, on en avait tellement marre qu'on voulait racheter le contrat. Parce qu'on avait commencé à discuter avec une personne du groupe. Cette personne est partie. Elle a démissionné, elle a travaillé, elle est partie ailleurs. Et donc, du coup, on travaillait avec les équipes marketing c'était d'autres personnes, quoi. Mais on en avait marre. Pas la même vision, pas le même esprit. On voulait proposer des choses qui étaient différentes et qui allaient marcher pour notre communauté. Mais ils disaient non, il faut communiquer sur ça. Non, aujourd'hui, on va faire sur ça. Et donc, tu crées du contenu juste pour créer du contenu. Donc, on attendait que le contrat se finisse. Il ne restait pas beaucoup de trucs à faire. Donc, tant mieux. Mais quand tu crées du contenu par... que tu n'as pas de motivation et que tu le fais un peu par dépit, ça se ressent même après dans la manière dont tu fais les choses. Mais il faut toujours faire les choses par plaisir. Par plaisir. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui est le plus dur sur les réseaux? Est-ce que c'est la haine et cette attitude désagréable que les gens peuvent avoir sur les réseaux, ou est-ce que c'est l'obligation de tout le temps devoir aller bien et de montrer bonne figure? Alors, je dirais plus le premier parce que le deuxième, il ne me concerne pas. Ça veut dire que montrer que je vais toujours bien, ça là, c'est pas moi. Si demain je vais mal, je vais dire que je vais mal. Et justement, c'est cette véracité, cette honnêteté que les gens apprécient. Si par exemple, je sais pas parce que ça m'arrive pas, mais si j'ai un moment down et que quelque chose ne va pas, je ne vais pas me dire que je ne vais pas le poster parce que je dois montrer que je vais bien. Au contraire, je suis une femme comme tout le monde. J'ai des hauts, j'ai des bas. J'ai des moments où ça va aller, des moments où ça ne va pas. Et je préfère les partager parce que les gens vont se dire, OK, cette meuf, elle est comme moi. Moi aussi, dans mon quotidien, j'ai des moments où ça ne va pas. Je vais les partager. Donc, je dirais plus que c'est le côté où tu vas avoir des gens qui vont avoir de la haine. De la haine, des mauvais commentaires. Mais je reste toujours sur ce truc. Mais est-ce que tu connais ça en réalité? C'est ça, j'ai dit. Non, tu connais pas ça, vraiment. En vrai, j'ai jamais reçu... Voilà, j'ai qu'à toucher ma tête parce qu'on sait jamais. Non. Mais on sait jamais, Internet.
Mais tu sais, des gens qui ont des commentaires haineux ou des messages haineux. Ça n'est jamais arrivé. Peut-être que c'est parce que c'est le contenu que je poste et que les gens voient que je suis honnête et que je poste des choses avec cœur. Mais il y a des gens que je suis sur les réseaux, mais ils souffrent. Ouais. Ils font des screenshots, des DM ou des commentaires qu'ils reçoivent. Ouais. Et je me dis, mais comment quelqu'un peut se lever le matin ou l'après-midi ou le soir, ouvrir son téléphone et déverser de la haine? Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne le suis pas. Et puis si c'est t'aimes tout. pas, T'écoutes pas et puis c'est tout. En fait, enfin, tu vois les refs, tu vois tout. Moi je te dis, moi je suis une grande amatrice. Merci. Non, c'est bon. Donc, je comprends pas comment quelqu'un peut se lever aujourd'hui et ne pas aimer. Si, en fait, tu suis quelqu'un. Si tu suis, moi je me dis que honnêtement, tu ouvres les réseaux aujourd'hui, effectivement, pour apprendre des choses sur l'actualité, avoir des visions, voir comment les autres vivent, etc. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un, ne le suis pas. Ouais. Ne le suis pas. Ouais. Mais t'imagines toi-même pour ta paix intérieure? On a dit 2026 là, c'est la paix du cœur, la paix intérieure. Je pense qu'il y a des gens qui sont frustrés et puis c'est leur espace d'expression. Ils viennent, ils commentent et ils sont contents. Ils disent je lui ai fait ça. C'est bien. Écoute, alors qu'à la fin, c'est eux-mêmes, ils vont se coucher tout seuls, frustrés, c'est ça. Les jambes comme ça. Et quelle partie de ta vie tu refuses catégoriquement de montrer sur les réseaux? Bon, c'est pas que je refuse. Dani, est-ce que tu es prêt? Ah, que je ne vais pas? Ouais. Est-ce que tu veux une exclue? Non, je rigole. Ah ouais, je veux. Non, on est là pour ça. En fait, c'est pas une exclue. Mais avec Olivier, voilà, c'est parce qu'on a nos parents qui nous suivent, nos familles qui nous suivent, etc. Mais tu sais, il y a des plateformes. Oui. Je reconnais aujourd'hui. Continue. Tu rigoles? Ça m'intéresse. Ça t'intéresse, hein? Oui. Il y a des plateformes sur lesquelles aujourd'hui, on peut partager du contenu. Oui. C'est quelque chose que tu fais gratuitement. Maintenant, tu peux être payé pour ça. Ouais. On ferait des vues, mon ami. Ah ouais, vous êtes un couple en plus. Bon, tout c'est carré. Tu vois, c'est carré. On fait les choses gratuitement. Venez, on met un peu d'argent dedans. Mais bon, nos familles nous regardent. La dernière fois, j'ai un tonton qui... Je l'avais pas vu depuis, je l'ai croisé là, parce qu'on est à Cotonou. Il me dit, Karel, j'ai vu ton nouveau salon et tout. Il dit, bon. Donc maintenant, si je poste les autres contenus, c'est chaud. Donc, c'est pas que je le refuse catégoriquement, cette partie-là, de partager sur les réseaux, mais bon. Ouais. Voilà, si tu n'as pas compris, c'est peut-être que tu es trop jeune. Ouais, c'est ça. C'est que tu n'es pas la cible. C'est que tu n'es pas la cible, voilà. Maintenant, si tu as compris, dis-moi si on lance ou pas. Mais non, mais en vrai, je pense que je peux tout partager parce que j'ai honte de rien. Ouais. Je pourrais tout partager. T'assumes tout ce que tu fais. fais. Oui, j'assume absolument tout. C'est juste que ma mère ne veut pas que je la poste. Donc je la poste en cachette. Mais pourquoi elle veut pas? Non, ma mère, il fallait la voir quand nous on a commencé sur les réseaux. Ouais. Elle avait peur. Elle a dit non, les réseaux sociaux, non. Si c'est, comment elle m'a dit ça? Elle m'a pas dit c'est de la sorcellerie, mais elle a dit un truc genre les réseaux sociaux, non, hors de question. Ouais. Ah non, moi je vais pas être sur les réseaux, vous me mettez pas sur les réseaux, hein. Vos trucs là. D'accord. Maintenant ça paye les factures. Bah, c'est ça. C'est ça. Ah, écoute, c'est une autre vie, c'est un autre monde. En fait, c'est notre vie, c'est notre monde, c'est notre génération. Ouais. Eux, ils sont pas habitués à cette exposition. Ouais. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ouais. Sur ça, je suis quand même d'accord. Ouais. Mais il y a des choses aussi que, bon, le monde a changé, on évolue et effectivement, bon, vivre caché aujourd'hui, c'est possible. Ouais. Mais la plupart des gens qui vivent cachés, eux-mêmes regardent la vie des autres, non. Ouais. Et bon, à la fin de la journée, c'est toi qui choisis ce que tu montres en réalité. Mais en vrai, c'est ça. C'est ça, c'est toi qui fais ton film. C'est clairement ce que je dis. Ce que vous voyez en story et dans les posts, c'est uniquement ce qu'on choisit de montrer. Ouais. Une journée, c'est 24 heures. Qui va regarder 24 heures de story? Quand tu regardes une story, tu en as peut-être une quinzaine, une vingtaine. Ouais. Maximum, c'est quoi? 20 secondes. Tu vas poster des photos vidéos. Bon, après, tu as les Snapchatters qui sont quasiment en live toute la journée. Mais non, moi, je choisis totalement ce que je publie, sans pour autant filtrer. Je filtre rien. Ouais. En vrai, je filtre pas. Je partage des moments de vie. Et c'est comme ça que j'appelle ça, des moments de vie.
Et comment tu vois ton avenir sur les réseaux avec l'évolution des réseaux? Comment est-ce que tu vois ton avenir sur les réseaux? Écoute, la création de contenu, c'est quelque chose initialement que je voyais pas aussi loin. Ok. C'est-à-dire que ça fait... On est en 2026. Ça fait 13 ans que je crée du contenu et je pensais pas que j'allais faire aussi longtemps sur les réseaux. Après, créer du contenu, c'est très bien, mais je diversifie mes activités. Et il faut toujours diversifier parce que, regarde, quand il y a eu des bugs d'Instagram, WhatsApp et tout, où tout le monde est arrêté, on sait plus quoi faire là, il faut quand même continuer à faire rentrer de l'argent autrement. Surtout que maintenant, on a des enfants. Donc, c'est diversifier les activités. Donc, on est sur les réseaux, mais en même temps, on cherche d'autres opportunités, pas que sur le digital. J'ai vu que tu transformes ta notoriété sur le digital en sortant t'as sorti une marque de Exactement. On a lancé donc la marque Colia, qui est, comme on a aimé le dire, une marque inspirée du continent africain. Donc, à chaque fois, c'est que faire rentrer de l'argent différemment. Il y a ça, il y a la télévision aussi, parce que je présente 2 émissions de télévision. Il y a maintenant, on a investi, on veut un appartement pour pouvoir faire de la location courte et longue durée. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Rester dans le digital, parce que ça reste quand même ma base. Partager du contenu, créer du contenu, mais en même temps, pouvoir se diversifier. Parce que aujourd'hui, il faut être partout. Mon ami, aujourd'hui, il faut être partout. Surtout avec les enfants qui vont nous... Les enfants, là, ils vont nous demander plein de choses. Donc, il faut qu'on soit prêt. Et eux-mêmes, ils vont être devant nous. Avec l'IA, moi, j'ai peur. Oui, écoute, comment tu vois l'IA? Comment tu utilises dans ton travail? Moi, je ne l'utilise pas autant que ça. J'utilise ChatGPT quand j'ai besoin de réponses. Mais je ne l'utilise pas autant que certaines personnes qui vivent littéralement avec un assistant personnel, un deuxième cerveau. Mais après, c'est parce que je n'ai pas ce réflexe. Et que j'aime bien ma propre réflexion et même ma touche personnelle. Parce que je sais que, par exemple, tu sais, pour Instagram, les captions, quand tu dois faire une description pour une vidéo, aujourd'hui, quand je lis certaines captions des publications que je vois que c'est ChatGPT. Tu vois que c'est un ChatGPT. Mais moi, la manière dont j'essaie d'écrire à chaque fois mes descriptions, il y a toujours une petite blague, il y a toujours un petit truc où je parle de trucs perso. Parce que je veux vraiment... Tu sais, on est une famille et c'est vraiment moi qui partage un bout de moi avec mes petites... mes punchlines, mes trucs comme ça. Donc, pour l'instant, j'avoue que j'utilise l'IA, mais pas encore à son full potential comme les petites là vont l'utiliser. Effectivement. C'est ouf. Écoute, nous arrivons à la fin de cet entretien. Sérieux? Oui. On a fini? C'est passé vite. Franchement, c'est passé vite. Et c'est marrant parce que c'est souvent moi qui pose des questions. Oui. Donc là, répondre et parler de moi, c'est quelque chose que je sais faire. Mais ça me fait bizarre de ne pas... On continue? Je te pose des questions? Vas-y. Vas-y. Mais est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Non, parce qu'on a vraiment parlé de tout. On a parlé du pro, du perso, de l'enfance, de la nourriture. Il faut en garder pour la prochaine fois. La prochaine fois, on va parler de mode, on va parler de sneakers, on va parler de... j'avoue, on va parler de non, il y a encore de la matière, ne t'en fais pas. En fait, il y a de la matière. Et après, même nous, la manière comment on s'est rencontrés, tous les trucs qu'on a pu faire ensemble par le passé... non, en fait, il y a plein de choses. Il y a de la matière. Non, il y a de la matière. On est ensemble, de toute façon. On est ensemble. Si c'est pas ici, tu viendras faire à Dakar. Ok. Et alors, pour terminer, quel est le morceau que tu écoutes en ce moment qui t'ambiance? Alors, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Est-ce que j'ai un morceau? Tu sais, moi, je suis une meuf des playlists, mais des mix. Moi, je reste quand même une meuf à l'ancienne. Donc, tu vas me sortir, je pense, n'importe quel son et j'écoute un peu de tout. Donc là, si je sors mon 10 heures, je peux être sur un mix coupé-décalé, je peux être sur un mix d'Ombolo, je peux être sur un mix dancehall de Cartel. Donc, en vrai, un morceau pour... en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Ou je vais te faciliter la tâche. Dis-moi. Un morceau qui te rappelle ton arrivée au Sénégal. La période où tu es arrivé au Sénégal. Donc ça veut dire 2012, parce que j'arrive en 2012.
Un morceau... Quand tu l'écoutes, ça te ramène direct à cette période-là. Mon Dieu, alors ça... Je dirais plutôt... Quand j'ai quitté le Canada pour arriver au Sénégal. Donc encore la période Canada où on écoutait beaucoup de... C'est des rhythm dancehall. On va partir sur des rhythm dancehall. Martial Art. Martial Art, le rhythm, tu mets n'importe quel artiste. On connaît tous les sons. Martial Art, le rhythm, c'est... Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu sais, je travaillais avec un concessionnaire automobile. Et donc, on essayait des voitures. Et avec Olivier, à chaque fois qu'on rentrait dans les voitures, on mettait toujours ce rythme-là pour tester la sono de la musique. Fallait nous voir. Donc, non, ça, c'est... on va partir sur ça. On va partir sur ça. N'importe quel artiste, ça peut être Elephant Man ou autre, mais en tout cas sur ce rythme-là. Ok, on va terminer comme ça. C'est bon. Et tu as un mot pour ta communauté béninoise qui te suit? La famille, on est ensemble. Hein. J'espère que vous avez vu la vidéo. J'espère que vous avez vu la vidéo du retour aux sources. Mais un mot pour ma famille béninoise. En vrai, je suis là. En fait, c'est juste ça. Je suis là. Et même si je vis ailleurs, votre sœur, là, c'est moi. Et je suis là. Même si on me prend pour une galsène. Vignon vit. Vignon, c'est mon nom de famille. N'oubliez jamais ça. L'enfant est bon et c'est moi-même l'enfant. Merci beaucoup, Karel. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir. Vraiment. Merci beaucoup. On se retrouve pour la partie 2, bientôt. Quand tu veux. Ok. C'est quand tu veux. Merci. On est ensemble. Allez, bye. Bye. Cotonou Boy Show.